Avant de discuter en profondeur de la société, posons-nous quelques questions simples. Qui sont les Taïwanais? Quelles sont leurs origines? Comment sont-ils devenus cette population si diverse? Et en fait, la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est le résultat d'une longue histoire faite de migrations successives qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Remontons ensemble le fil de cette histoire pour en trouver des échos jusqu'à aujourd'hui. Certains hommes politiques ne parlent de Taïwan que comme d'un appendice de la Chine, comme si, avant l'arrivée des Chinois, Taïwan était une terre vide. Taïwan, j'espère que vous savez ce que c'est. Taïwan, c'est un petit bout de la Chine qui prétend être un État indépendant. Et depuis la victoire communiste de 1949. Rien n'est plus faux. Les premiers habitants de l'île sont des populations austronésiennes. En général, on estime qu'elles seraient arrivées sur l'île vers 6000 avant notre ère. Il ne faut pas les voir comme un grand tout uniforme, car dans les faits, ils sont d'une très grande diversité linguistique et culturelle. Au XIXe siècle, les peuples austronésiens de Taïwan ont été classifiés en peuples des plaines et en peuples des montagnes. Les 16 peuples actuellement reconnus sont les descendants de ces peuples des montagnes. De l'autre côté, les peuples des plaines ont été progressivement assimilés culturellement et leur persistance actuelle est sujette à débat. Quoi qu'il en soit, l'existence même de ces peuples austronésiens et leurs interactions familiales, sociales et culturelles avec les migrants du sud de la Chine démontrent la stupidité de l'axiome Taïwan égale Chine. Et ces peuples austronésiens ne sont pas restés uniquement à Taïwan. En effet, ils ont essaimé de Madagascar à la Nouvelle-Calédonie au cours d'un phénomène majeur de l'histoire humaine, l'expansion austronésienne. Donc le peuple et la culture kanak de Nouvelle-Calédonie sont partiellement liés au peuple austronésien de Taïwan. Cette hypothèse d'une connexion entre Taïwan et l'espace Pacifique est largement acceptée dans la communauté scientifique. Mais la propagande chinoise cherche malgré tout à la discréditer. Et cette propagande chinoise s'étend aussi à l'histoire des premiers contacts entre Taïwan et le continent. En effet, le Parti communiste chinois adore rappeler l'existence de liens entre Taïwan et la Chine depuis le IIIe siècle. Cela permet de justifier les projets d'annexion actuels par des pseudo-arguments historiques. En réalité, les choses sont beaucoup moins claires. De fait, des sources chinoises affirment qu'en 230, des expéditions de Sun Quan, empereur de Wu, ont débarqué sur un territoire nommé Izhou. Pour la propagande chinoise, Izhou ne peut être que Taïwan, mais cette identification est pour le moins incertaine. Et même si c'était le cas, la majeure partie des soldats sont rapidement morts de maladie, donc c'était plus un passage que le début d'une histoire de longue durée. D'autres éléments de propagande proposent le 7e siècle comme date des premiers contacts. Ici, les Chinois font référence à des expéditions des Sui à Liuqiu entre 607 et 610. De fait, le livre des Sui donne des indications sur la géographie et les coutumes des populations locales, mais les historiens considèrent que ces descriptions pourraient convenir autant à Taïwan qu'à Okinawa. Quelques siècles plus tard, on sait que dans les années 1170, des pêcheurs du continent habitaient l'archipel de Penghu, entre l'île de Taïwan et la Chine, et ils menaient probablement des campagnes de pêche autour de Taïwan. Par ailleurs, au XIVe siècle, le Yuanche affirme qu'en 1292, l'empereur mongol Kubilai Khan a envoyé une expédition pour exiger la soumission d'un pays nommé Liuqiu, qui pourrait être l'actuel Okinawa. Mais cette expédition s'est perdue et a débarqué sur une île qui pourrait être Taïwan. Ensuite, ses membres ont été attaqués par les autochtones, puis sont repartis. 5 ans plus tard, une autre expédition est venue par la même route, a fait des prisonniers, puis est repartie. Quelques décennies plus tard, en 1349, l'explorateur chinois Wang Daiyuan mentionne lui aussi un voyage personnel à Liuqiu. Et cette fois-ci, l'identification de Liuqiu à Taïwan est certaine. En revanche, si le texte parle bien des peuples austronésiens, il ne mentionne pas d'implantation chinoise sur l'île. Certains chercheurs envisagent la présence de petits groupes de marchands ou de hors-la-loi, mais rien d'officiel ni de massif. Au cours des décennies suivantes, peut-être même dès le milieu du XVIe siècle, les contacts se sont intensifiés, notamment pour le commerce. Dans le même temps, le refus chinois des relations commerciales avec le Japon faisait de Taïwan un lieu de rencontre pour ces échanges, au point que le seigneur japonais Toyotomi Hideyoshi a envoyé des émissaires exiger la soumission d'un royaume de Taïwan en 1593. Mais l'expédition n'aboutit à rien, car à l'époque, il n'existait aucune autorité centralisée dans l'île. Dans le même temps, il est probable que dans les années 1590, des migrants de Chine habitaient déjà sur l'île.
En effet, lors d'un passage au large de Taïwan en 1596, des marins portugais ont remarqué que des terres étaient cultivées, selon eux, par des migrants du Fujian. À la même époque, Taïwan était aussi la base d'une population hétérogène de pirates, qu'ils soient d'origine japonaise, comme les Wako, ou chinoise, comme Lin Feng ou Lin Taoqian. Et ces pirates japonais étaient devenus une telle nuisance qu'en 1603, l'empereur de Chine a décidé de les expulser de Taïwan. Malgré tout, à l'arrivée des Européens au début du XVIIe siècle, un certain nombre de migrants du Fujian vivaient plus ou moins temporairement à Taïwan. Et certains marchands parlaient même certaines des langues austronésiennes. Mais il ne faut pas voir cette présence comme un début de colonisation, plutôt comme une présence mixte de marchands, de pirates et de pêcheurs. L'influence culturelle chinoise a donc bien commencé dans ces interactions, pas sous la coupe d'un État tout-puissant. Et cette présence chinoise va prendre de l'ampleur avec un événement majeur de l'histoire taïwanaise, le début de la colonisation hollandaise. Suite aux explorations des Portugais et des Espagnols au XVIe siècle, les Hollandais ont commencé à s'intéresser à Pongrou et à Taïwan au début du XVIIe siècle. En 1604, la Compagnie hollandaise des Indes orientales s'est servie de Pongrou comme d'une base pour forcer l'ouverture du commerce en Chine. Mais cela a échoué. Et cela a de nouveau échoué en 1607, quand les fonctionnaires Ming ont proposé de commercer à Taïwan, mais que les Hollandais ont refusé. Malgré ces échecs, au début des années 1620, la compagnie a quand même décidé de se réinstaller à Pongrou pour retenter sa chance. Cette fois-ci, le pouvoir impérial chinois a laissé un choix très simple aux Hollandais. Partir ou mourir. Les Hollandais sont partis et se sont installés dans la baie d'Anping, près de l'actuel Tainan, en 1624. Très vite, ils ont réussi à dominer les villages austronésiens de la région, mais n'ont pas réussi à trouver de la main-d'œuvre agricole. Dès lors, ils se sont tournés vers une ressource abondante et accessible, la grande masse des paysans pauvres des provinces du Fujian et du Guangdong. Grâce à des concessions de terres et des exemptions de taxes, ils ont très vite attiré des migrants Minnan et Hakka. Même si les relations entre les Hollandais et ces migrants ont parfois été difficiles, cette co-colonisation a été une étape décisive de l'histoire taïwanaise. À la fin de la période hollandaise en 1661, les migrants Hakka et Minnan étaient environ 34 000, dont 25 000 hommes et 9 000 femmes. En raison du manque de femmes, les mariages entre femmes austronésiennes et hommes Minnan ou Hakka étaient fréquents. Cette page de l'histoire locale est d'ailleurs immortalisée dans un dicton « Il y a des grands-pères de Tangshan, pas de grand-mères de Tangshan ». Et c'est avec ces mariages qu'a commencé le processus d'assimilation culturelle des peuples austronésiens des plaines. Entre les années 1660 et 1680, l'île de Taïwan est tombée dans les mains du prince Koxinga, puis de la dynastie mandchoue des Qing. Pendant un temps, l'empereur de Chine a hésité à rapatrier les Hakka et les Minnan dans l'empire et laisser cette boule de terre dans l'océan à son propre sort. Mais au final, il a conservé l'île. Taïwan est ainsi resté sous la domination mandchoue jusqu'en 1895. Pendant cette période, les communautés locales se sont développées et se sont structurées avec l'arrivée progressive de femmes Minnan et Hakka et la poursuite de l'immigration. Hormis pendant de courtes périodes d'ouverture, cette immigration était essentiellement illégale, car le pouvoir impérial souhaitait surtout éviter les conflits entre les colons et les peuples austronésiens. Pas par altruisme, mais simplement pour garder la gestion de l'île la moins chère possible. Cette croissance démographique s'est concentrée à l'ouest, car le centre et l'est de l'île étaient occupés par les peuples austronésiens jusque dans les années 1880. En plus des mariages, ces points de rencontre entre migrants et peuples austronésiens ont créé un espace de frontière où s'est élaborée une partie de la culture taïwanaise actuelle. En parallèle de cette expansion, jusqu'au milieu du XIXe siècle, Taïwan était fréquemment secoué par des troubles ethniques entre Hakka et Minnan, ou sociaux contre le pouvoir impérial. Cette période peut se résumer par l'expression « tous les 3 ans, une révolte, tous les 5 ans, une rébellion ». Malgré les tensions, les populations Hakka et Minnan ont fortement augmenté, puisqu'elles sont passées de 100 000 en 1683 à environ 2,5 millions en 1895. Les communautés austronésiennes ont aussi augmenté, passant de 50 000 en 1683 à environ 110 000 au début du XXe siècle. Cet écart démographique est encore vrai aujourd'hui, les Austronésiens ne représentant que 2,5% de la population. En 1895, le Japon a établi une emprise coloniale sur Taïwan, emprise qui a duré jusqu'en 1945. À partir de cette époque, nous possédons des statistiques démographiques plus précises. Par exemple, en 1905, environ 3 millions de personnes vivaient dans l'île.
À la fin de la période japonaise, la population totale de l'île était d'environ 6 millions d'habitants, dont 320 000 Japonais. Quasiment l'intégralité des Japonais a quitté Taïwan après 1945, donc l'impact démographique de la colonisation est extrêmement faible. La fin de la colonisation et la prise de possession de Taïwan par la République de Chine ont également marqué un autre tournant démographique important. En effet, la défaite des nationalistes de Chiang Kai-shek dans la guerre civile chinoise contre les communistes en 1949 a entraîné l'arrivée rapide d'environ 1 million de réfugiés. Ce sont ceux qu'on appelle les continentaux. Et là, il faut qu'on s'attarde un peu sur ce moment. En Occident, on met souvent sous les termes chinois ou Han l'ensemble des populations qui habitent le territoire actuel de la Chine. Mais dans la réalité, il s'agit d'un patchwork de peuples différents, avec des points communs culturels, mais aussi de grosses différences, notamment linguistiques. Pour les premiers siècles de l'histoire taïwanaise, il s'agissait essentiellement des Minnan et des Hakka, des provinces du Fujian et du Guangdong. Les Minnan parlent le taïwanais et les Hakka le Hakka. Pendant la colonisation japonaise, ces populations ont été plus ou moins japonisées, notamment durant les années 1940. Et d'un coup, en quelques années, ces populations ont été confrontées à environ 15 à 20% de nouveaux venus, essentiellement des hommes, avec des habitudes culturelles et sociales différentes et des niveaux économiques différents. Si Taïwan a connu un certain développement pendant la colonisation, ces réfugiés chinois sortaient tout juste d'environ 20 ans de guerre et d'instabilité. La fin des années 1940 fut donc la rencontre entre deux populations différentes. D'un côté, il y avait les Formosans, qui parlaient leur propre langue et étaient assez imprégnés de culture japonaise. Et de l'autre, les continentaux, arrivés après des décennies de malheur en Chine, mais aussi un usage plus important du mandarin standard. Cette cohabitation entre Formosans et continentaux fut parfois difficile, comme en témoignent les événements du 28 février 1947. Dans les années 1990, les continentaux représentaient environ 13% de la population, mais désormais, il est difficile d'estimer leur nombre. En effet, les règles statistiques ont changé, et de nombreux continentaux se sont mariés avec des Minnan ou des Hakka, et ont intégré la société, ce qui rend les statistiques plus difficiles. Enfin, avec le développement et l'ouverture progressive de Taïwan, un dernier acteur démographique est entré en scène. Cette dernière composante de la société taïwanaise est un groupe appelé les nouveaux résidents. Cette communauté est assez hétérogène, mais elle devient de plus en plus importante. Même si les femmes chinoises, vietnamiennes et indonésiennes sont les plus nombreuses, le groupe n'est pas défini par une appartenance ethnique ou culturelle, mais par un statut. En effet, selon la loi taïwanaise, est nouveau résident toute personne étrangère résidente permanente ou tout étranger naturalisé. Par exemple, je suis un nouveau résident car je suis un résident permanent du fait de mon mariage avec une taïwanaise. L'accès au statut de nouveau résident par le mariage est le plus fréquent, mais d'autres cas sont possibles. Certains nouveaux résidents sont des célébrités et certains ont même été députés. Même si la définition peut sembler un peu étrange, cette inclusion de plusieurs types de personnes différents démontre la volonté des Taïwanais de se voir comme un peuple multiculturel et de plus en plus ouvert sur le monde. In fine, la population taïwanaise est actuellement composée de Minnan, de Hakka, d'Austronésiens et des nouveaux résidents. Et au sein de ces différents groupes, un certain nombre d'individus ont des ancêtres continentaux. En ayant dit tout cela, nous avons seulement évoqué les citoyens taïwanais. Or, la population étrangère de l'île augmente année après année. Et elle est aussi extrêmement diverse. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Chroniques taïwanaises. Si tu as appris des choses sur Taïwan, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager avec tes amis et à t'abonner à la chaîne Écho de Taïwan. Comme d'habitude, toutes les références sont dans l'article dont le lien est en description. En attendant de se retrouver pour une autre vidéo, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.